Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue sur la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14 h en direct et vous pourrez également retrouver nos dernières émissions sur le site de Radio Galère. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous avons invité Pierre Péguin, physicien nucléaire reconverti en agriculture bio. C'est ça, Pierre ? Pierre ? J'ai quelqu'un, là, au bout du fil ? On va rappeler, hein ? Oui, alors on va rappeler. Donc on va attendre un tout petit peu. Je vais peut-être en profiter pour vous donner une ou deux informations. Il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de faire une grève de la faim depuis maintenant 3 semaines à Rochefort pour interpeller les autorités et l'opinion publique afin qu'un débat national se concluant par un référendum sur la participation de la France au processus d'abolition des armes nucléaires ait lieu. Donc il y a un comité de soutien. Vous pouvez écrire à contact@acdn.net et rejoindre ce comité de soutien. On a Pierre ? Oui. Ah, on a Pierre. Donc, je disais, bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Péguin, physicien nucléaire reconverti en agriculture biologique, c'est ça ? Enfin, je dis physicien. Physicien. Voilà. Donc cette année, ici, on a beaucoup parlé de Fukushima dans cette émission et on va continuer bien sûr à le faire. Mais l'actualité locale est assez riche en ce moment. Alors on avait envie un peu aujourd'hui de revenir sur ces nouvelles installations nucléaires en cours ou en projet, soit au CEA de Cadarache, soit au CEA de Marcoule, soit sur le site de Tricastin. Alors, on va avoir besoin de toute ton expertise pour nous expliquer ces notions que les experts et les autorités pro-nucléaires veulent nous faire croire si compliquées pour le commun des mortels. Alors, est-ce qu'on peut commencer par les notions de base ? C'est quoi l'énergie nucléaire ? C'est quoi la fission nucléaire ? Ben ouais. On part de loin là alors. Bon, c'est d'accord. Eh ben, la fission nucléaire, c'est certains atomes, ceux d'uranium, enfin d'une catégorie d'uranium. Je sais plus comment démarrer. Voyons. Quand on a un élément comme l'hydrogène par exemple, il peut être sous différentes formes. Et on appelle ça des isotopes. Il y a l'hydrogène simple qu'on a le plus souvent dans l'eau et dans le corps. Et puis s'il y a 2 protons, enfin s'il est plus lourd, on a le deutérium. Et s'il est encore plus lourd, on a le tritium qui est radioactif et qui peut faire des dégâts. Et alors certains atomes dans la nature sont capables de se fissurer en émettant donc des rayonnements radioactifs, et ils se fissurent en atomes plus petits et en libérant de l'énergie. C'est le cas d'un isotope de l'uranium 235, qui est contenu à 0,7% dans l'uranium naturel. Donc voilà, ça c'est la fission. Un atome se casse, il émet des rayonnements radioactifs, et il vaut mieux ne pas être devant, et puis il dégage de l'énergie, et avec ça on peut faire bouillir de l'eau, quoi. Une centrale nucléaire, finalement, ne sert qu'à faire chauffer de l'eau. C'est une cocotte minute, quoi. C'est une bouilloire, voilà. Au lieu de brûler du gaz, du fioul ou du charbon, ou d'utiliser le solaire, eh ben, on peut utiliser l'uranium, qui est l'élément fissile qu'on a sous la main.
Bon, ben ça c'est simple. On va passer tout de suite à la fusion avec ITER. Donc, alors, on a eu l'inverse. Quand on parle d'atomes très légers comme qui sont proches de l'hydrogène, si dans des conditions de très grande température, comme ça se passe dans le Soleil et dans les étoiles, on peut fusionner des atomes très très légers. Et à ce moment-là, il se passe l'inverse. Ça va dégager aussi un peu d'énergie. Donc on a deux opérations différentes. Les atomes très légers, si on les fait fusionner, on dégage de l'énergie. C'est ce qui est étudié dans ce qu'on appelle des tomahawks depuis 50 ans, et c'est l'objet de l'étude qui pourrait être engagée à ITER s'il arrive à fonctionner un jour. On estime que c'est un leurre. Oui, ça, on va en parler, oui. Voilà. D'accord. Et donc, tu as écrit un papier sur ITER il y a quelque temps, et tu parles d'un projet difficile et dangereux et qui a toutes les chances de ne pas aboutir. Alors, on va quand même rappeler que cette machine, ce projet difficile et dangereux qui a toutes les chances de ne pas aboutir, aura coûté quelque chose comme 16 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par difficile et dangereux et qui a toutes les chances de ne pas aboutir ? Pourquoi on dépense autant d'argent si ça ne va pas marcher ? Ok, je pense qu'il y a encore un petit souci. On rappelle. Ah, on a coupé. Alors, Pierre, alors je vais en profiter pour vous donner une autre information. Il y a... en ce moment, sur Internet, vous pouvez aller signer, c'est pas vraiment une pétition, c'est un appel, l'appel des femmes pour l'arrêt immédiat du recours à l'énergie atomique. Le site en question, c'est http://www.fairea.fr. Voilà, n'hésitez pas à signer. Des femmes de tous les pays, ont signé cet appel. Pierre, voilà. à la technique, c'est difficile. Eh bien, donc, depuis un gros orage hier soir, on a des problèmes. Ah oui, mais ça, oui, on a eu ça aussi. Donc, oui, je te disais, tu as fait un papier, je ne sais pas jusqu'où tu as suivi, tu avais fait un papier sur ITER expliquant que c'était un projet difficile et dangereux qui avait toutes les chances de ne pas aboutir. Alors, oui. Comme ça, c'est un projet qui va coûter de l'ordre de 16 à 19 milliards d'euros. J'aimerais bien que tu nous précises ce que ça veut dire difficile et dangereux et qui a toutes les chances de ne pas aboutir. Oui, alors effectivement, j'ai intitulé ce texte « Une immense arnaque, extrême dangerosité, ITER ». Et effectivement, on y consacre des sommes considérables, mais on peut dire que c'est la chronique d'une faillite annoncée, à laquelle d'ailleurs beaucoup ne croient pas, et récupèrent quand même les sous pour travailler, pour faire des carrières, pour employer du personnel. Et cette filière de la fusion consiste à reproduire dans un immense laboratoire ce qui se passe dans le Soleil. On met le Soleil en boîte. Alors on n'est pas capable de développer des crédits suffisants pour développer la récupération du rayonnement solaire qui nous arrive gratuitement et sans faire de dégâts, mais on consacre donc ces sommes considérables pour arriver. Il faut arriver pour reconstituer le Soleil à des centaines de millions de degrés. Oui, ça paraît. C'est énorme. Et alors, la matière, à ce moment-là, est dans un état qui s'appelle l'état de plasma. Un peu comme la foudre, par exemple. La foudre, c'est un plasma. Bien quand on a une étincelle dans un interrupteur électrique, quand on met en route ou qu'on arrête, c'est un plasma. C'est un état physique dans lequel les atomes sont ionisés. Et ils portent une charge électrique. Voilà, c'est ce qui se passe dans un éclair de foudre. Et leur manipulation est très difficile. Et donc, c'est d'autant plus difficile dans ce cas-là qu'il faut confiner le tritium dont on a besoin, parce que le tritium est donc un atome d'hydrogène, donc c'est un atome tellement petit qu'il traverse un peu toutes les matières. Il peut traverser du béton, il peut traverser de l'acier,
Et comme le tritium, c'est un hydrogène qui est radioactif, qui est dangereux, eh ben, il faut empêcher qu'il se sauve. Et on essaye de faire tout ça grâce à des champs magnétiques énormes. Et donc on met en jeu des technologies qui sont à la limite de ce qu'on peut faire, disons, à des coûts économiques acceptables, parce que bien sûr on peut faire ça si ça en toute petite quantité, mais quand on veut le faire à l'échelle de ITER, c'est absolument énorme. Et donc il y a un équilibre très fragile qui peut dysfonctionner complètement et créer des arcs électriques, un peu comme la foudre peut se déclencher dans ITER et détériorer complètement les parois. Et puis ça peut partir dans la nature. Voilà. Donc certains d'entre nous estimons que ce projet a des chances de ne jamais aboutir. Et si le tritium, effectivement, part se balader dans la nature, c'est pas bien, quoi, parce que le tritium... Oui, parce que comme le tritium, c'est un hydrogène, on va le retrouver dans une molécule de l'eau, donc on va le retrouver dans le végétal, donc dans l'animal, et donc dans notre corps et dans l'alimentation. Mmh. Et quand le tritium se désintègre comme tout atome qui est instable, eh ben, il émettra un rayonnement dont on subira les effets. J'ai vu aussi que très récemment la CLI de ITER s'est réunie pour voir comment ils allaient faire si jamais ITER se fait et que ça marche. Ils ne savent pas quoi faire des déchets après. Ils ne savent pas quoi faire des déchets tritiés parce que justement, comme tu le dis, le tritium est extrêmement mobile. Et donc, dans l'enquête publique, ça s'était laissé complètement en plan. C'est-à-dire, on verra après, c'est la France qui s'en occupera. Et donc, effectivement, la dernière CLI d'ITER, qui c'est Commission locale d'information d'ITER, effectivement nous dit, oui, les déchets seront entreposés par le CEA et probablement à Cadarache. Voilà, ça c'est pour nous pendant 50 ans avant de trouver un exutoire approprié, qu'ils ne savent pas trouver encore. Comment on se procure le tritium? On le trouve où? Ah, on a encore perdu. Alors, je pars dans le vide. Donc, oui, c'était très intéressant de voir que dans l'enquête publique qui a été soumise, très clairement, il est indiqué qu'on ne sait pas quoi faire de tous ces déchets et qu'on ne sera pas, pour le moment, en mesure de démanteler l'installation. On a récupéré Pierre. J'étais en train de J'étais en train de te demander comment on se procurait le tritium. Ça vient d'où, ça? Alors, le tritium, on peut l'obtenir à partir de l'hélium. L'hélium, qui est un atome très léger, mais à peine plus lourd que l'hydrogène, on peut arriver à le casser pour obtenir du tritium. Et ça intéresse beaucoup les militaires, parce que la bombe à hydrogène, c'est pas l'hydrogène simple qu'on utilise, c'est justement le deutérium et le tritium. Alors le deutérium, on en trouve dans l'eau de mer, par exemple. C'est un atome stable, c'est un hydrogène aussi, mais il est stable. Et le tritium, c'est à partir de l'hélium qu'on l'obtient, et c'est une technologie qui intéresse beaucoup les militaires. Et justement, à côté au sujet de Brennilis, oui. C'est Chantal Puissier. Ah. Allô, oui. Oui, vas-y. Oui, je t'entendais plus très bien pendant un moment. Voilà. Au sujet de Brennilis. Angers qui nous ont expliqué ça. À Brennilis, les gens qui travaillaient c'est une centrale qui est en démantèlement plus ou moins rapide parce qu'il y a des tas de problèmes. Les gens qui ont travaillé sur la filière tritium pour les militaires, ils se sont aperçus que arrivés à l'âge de la retraite, la moitié d'entre eux étaient morts. D'accord. Voilà. Donc ça confirme. Alors c'est pas une réelle valeur statistique parce que ça porte sur quelques dizaines de personnes, mais il n'empêche que. Voilà. Ça montre que le tritium, il ne faut pas rigoler avec.
Ça intéresse beaucoup de monde. Oui, d'ailleurs, il y a même un livre blanc là, qui a été produit par l'Autorité de sûreté nucléaire qui dit qu'en fait, ils savent pas, ils connaissent pas les effets sanitaires exacts du tritium et qu'il faudra faire des études complémentaires. Donc, on fait les projets avant de savoir, savoir avec quoi. De toute façon, on sait que ce ne sera pas très bon. De toute façon, on sait que ce ne sera pas très bon. Alors, un autre sujet qui t'intéresse tout particulièrement, parce que tu es un voisin, c'est le projet, dans la série des grands projets inutiles, Astrid. Alors ça, c'est un bien joli nom. Et alors, c'est quoi ça? Alors, c'est l'autre volet de ce que j'appelle l'avenir irradieux du nucléaire. Oui. Parce que nos nucléocrates pensent à l'avenir encore plus que nous. Donc, d'une part, ils misent sur la fusion, c'est-à-dire refaire le soleil en boîte. Oui. Et d'autre part, ils veulent relancer la filière plutonium, c'est-à-dire la filière Rhapsody, Phénix, Super Phénix. Super Phénix qui a bien fonctionné, hein? Oui, comme chacun sait. Mais en fait, le CEA travaille là-dessus depuis tellement longtemps, depuis 50 ou 55 ans, qu'il n'est pas prêt de renoncer. Et ils ont obtenu, à l'occasion du dernier emprunt national de 2010, 650 millions pour travailler sur ce projet qui consiste à refaire la suite de Phénix. Alors en plus modeste que Super Phénix, parce que là c'était démentiel et ça s'est cassé la gueule tout naturellement. Phénix s'est déjà moins cassé la gueule, mais a posé quand même pas mal de problèmes. C'était quand même souvent à l'arrêt. Et donc on veut continuer cette technologie, d'une part pour ne pas perdre la main, parce que les gens qui ont travaillé là-dessus approchent de la retraite, et donc il faut transmettre un savoir-faire auquel ils tiennent. Oui. Et d'autre part parce que cette technologie, sur le papier, permettrait d'avoir un nucléaire pratiquement autonome, c'est-à-dire qu'il utiliserait les ressources, le plutonium qu'on stocke actuellement à La Hague, on en a pour 90 tonnes, et en plus on peut en régénérer dans cette technologie, c'est ce qu'on appelle la surgénération. Oui. Donc sur le papier c'est une technologie magnifique qui donne de l'énergie à volonté et renouvelable. Pas renouvelable au sens où on entend pour le solaire et le vent, mais renouvelable au sens où il serait autonome. Sauf que... C'est possible, ça? Oui, sur le papier, c'est possible. Sur le papier, c'est possible. Oui. Et les essais Phénix ou Super Phénix allaient un peu dans ce sens. Oui. Mais sauf que c'est une technologie qui est tellement délicate, dangereuse, parce que la radioactivité en jeu est 1000 fois plus élevée que dans un réacteur ordinaire. Parce qu'on utilise du plutonium. On utilise du plutonium. Oui. Alors, il faut dire à ce sujet que pour justifier La Hague, le retraitement dont les militaires ont besoin, et on cherche à développer donc cette filière plutonium. Et comme la filière Super Phénix n'a pas voulu décoller, bon, on a beau chercher à la relancer sous le terme de 4e génération, il n'empêche que ça décolle pas bien. Et bien pour utiliser ce plutonium, on a lancé le MOX. Donc à Marcoule, on fabrique ce qu'on appelle le MOX, qui est un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium. C'est-à-dire qu'on envoie maintenant dans les réacteurs français et parfois étrangers, il y en a eu jusqu'à Fukushima, ce qu'on appelle un combustible, dans lequel il n'y a pas que de l'uranium comme d'habitude, mais il y a aussi un peu de plutonium, de l'ordre de 5 à 7%. C'est une façon d'écouler notre saloperie, parce que on en stocke beaucoup. Parce qu'en fait, les réacteurs nucléaires actuels là, produisent du plutonium, hein, donc on stocke ça. Alors c'est ça. Dans le combustible usé, on peut extraire 1%, un combustible qui a fonctionné pendant 3 ans dans un réacteur ordinaire, dans toute la filière des réacteurs à eau. On envoie ces combustibles à La Hague, et 1% de ce qu'il contient, c'est du plutonium qu'on récupère. Et ce plutonium, c'est la pire saloperie que l'humain ait jamais générée. C'est pas naturel, hein, c'est une génération, c'est effectivement... Voilà, c'est un atome qui n'existe pas dans au début de la Terre, de la création de la planète, mais qui n'existe plus. Et donc le plutonium existant actuellement est d'origine artificielle, et c'est excessivement dangereux. On peut faire une bombe avec 5 ou 6 kilos, de la bombe au plutonium. Oui. On en transporte sur les routes entre La Hague et Marcoule. Et puis ça repart de Marcoule vers les centrales nucléaires.
Donc il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des attentats terroristes. C'est une matière qu'il faudrait neutraliser complètement. Il faudrait cesser de produire. Ça a là aussi des risques sanitaires absolument énormes. Oui. D'ailleurs, les pollutions radioactives autorisées, les plus importantes, c'est les centres nucléaires de La Hague, de Cadarache et de Marcoule. Oui. Ils sont autorisés à déverser une quantité de radioéléments dans le Rhône, dans l'air, etc., dans les rivières. Donc c'est un peu la raison pour laquelle on appelle le 14 juin à une interpellation du Conseil général du Gard pour qu'il cesse de soutenir Marcoule et la filière plutonium. Donc évidemment, c'est pas le Conseil général du Gard qui décide, mais il peut émettre un vœu comme un Conseil général, une commune peut émettre un vœu contre les OGM, etc. Très bien. C'est à quelle heure, ça? Jeudi matin à Nîmes. Jeudi matin à Nîmes, au Conseil général. Voilà, à 9h. Ça c'est très bien. À 9h, très bien. Voilà. Parce qu'en fait, cette relance-là avec les projets comme Astrid, ce sera un prototype, en fait. Oui. Mais moi, j'avais regardé là, le rapport Sido-Bataille, tu l'avais probablement vu en janvier 2012. Oui. Et il y a un graphique qui est absolument terrifiant et qui nous prévoit la génération 4, donc c'est-à-dire la filière Astrid, grosso modo, à partir de 2060 et jusqu'à 2100. Eh bien, dis donc. Donc on est tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'EPR qui reprend la suite des réacteurs là. Et pour remplacer l'EPR, on va avoir recours à cette génération 4, qui assurera notre magnifique énergie jusqu'à 2100. Alors les gens qui décident ça, ils seront largement morts tous, mais... Et puis vraiment, je pense, entre ITER, Astrid, tous ces projets, il y a à la fois le fait que de toute façon, ça va générer des déchets supplémentaires. Même si Astrid, on explique que ça va être recyclable. Et puis on ne sait pas démanteler ces choses-là. Eh ben, actuellement, à la ville, dans le démantèlement, ils ont le mal fou. Déjà, la gestion du sodium, parce que le sodium est radioactif, il explose s'il est au contact de l'eau, il brûle s'il est au contact de l'air. Rien que le sodium, qui est le porteur, qui sera le cas aussi d'Astrid, pose déjà d'énormes problèmes. Et c'est fou de penser que on étudie maintenant des prototypes qui permettront de devenir efficaces éventuellement dans 40 ans. C'est le cas d'ITER, ITER ne produira pas d'électricité. Oui. C'est un laboratoire, ITER. Oui. Mais... Et donc, je trouve que les deux cas sont assez similaires. On dépense des sommes folles pour jouer avec des matières qui sont extrêmement dangereuses et qui vont générer des déchets. Et voilà. Bon, donc, et ça, c'est. Alors, je voulais ton avis aussi sur sur le site de Tricastin. On nous change une ancienne usine d'enrichissement d'uranium par une nouvelle. Oui. Alors, l'usine d'enrichissement d'uranium qui fonctionnait jusque-là nécessitait beaucoup d'électricité et 3 réacteurs sur les 4 qui sont construits au Tricastin servaient au fonctionnement de cette usine d'enrichissement. Donc la TGB, Georges Besse 1. La logique voudrait qu'on puisse arrêter 3 réacteurs de Tricastin immédiatement ? Alors oui, sauf qu'évidemment ils le feront pas. Oui. Mais enfin, on a raison quand même de le réclamer. On peut toujours demander, oui. Voilà, comme beaucoup de choses. Mais c'est sûr que ça augmente la capacité d'électricité disponible en France et sur le marché européen, à certains moments au moins. Et alors cette usine est remplacée par ce qu'on appelle GB2, Georges Besse 2. Ce sera des centrifugeuses comme en Iran. Donc, c'est des centrifugeuses qui permettent une séparation, un enrichissement, donc, en isotope favorable, l'uranium. Et c'est une technologie étrangère qui n'est pas d'origine française, qui est achetée et sous licence. Et qui va rentrer en fonctionnement, ou qui est déjà rentré en fonctionnement sous peu, quoi. Voilà. Et ça, c'est au nom de la soi-disant indépendance
énergétique de la France, c'est-à-dire voilà, que... l'indépendance énergétique de la France. Donc l'uranium... Mais l'uranium, il vient pas... Voilà, il est importé du Niger, d'Australie, du Canada. Du Niger. Il nous permet d'ailleurs d'être en situation néocoloniale au Niger et au Gabon. Et puis voilà, mais même la technologie, d'ailleurs toutes nos centrales nucléaires à eau, c'est-à-dire tout notre parc nucléaire, est issu de licences Westinghouse, donc d'origine américaine. Oui. Donc l'indépendance de la France, c'est un leurre, c'est un argument, c'est tout. Alors j'ai un mot là, j'aimerais bien que tu m'expliques. On parle de transmutation, c'est la transmutation des déchets nucléaires, c'est ça? C'est quoi? Oui, dans la filière type Phénix, Superphénix, c'est donc maintenant Street, un argument des promoteurs de cette filière, c'est de dire, en bombardant par des neutrons, on appelle ça des neutrons rapides, c'est-à-dire des neutrons très efficaces, les déchets radioactifs à vie longue et très radioactifs, toute la famille qui sont au-delà de l'uranium et du plutonium, on peut les briser en atomes plus petits. Alors ça veut dire que au lieu de mettre 250 000 ans pour se dégrader, on aura des atomes plus petits qui vont se dégrader en 50 000 ans ou 10 000 ans, ce qui, à notre échelle, ça ne nous arrange pas plus que ça. Quel progrès! Et c'est le progrès. Et puis on génère de toute façon beaucoup de radioactivité et de nouveaux déchets. C'est un leurre. C'est-à-dire que si on voulait détruire tous nos déchets radioactifs de cette façon, il faudrait construire une bonne douzaine de Superphénix en France et sans compter ailleurs. Ouais. Donc c'est plutôt un argument commercial et politique, quoi. Donc on voit bien que tout ça c'est lié et que il y a une volonté farouche en France de continuer toutes ces filières. Ah oui, visiblement, oui. Alors avec Sarkozy, il n'y avait absolument aucun espoir. C'était réglé. Il était prêt à en vendre même à Kadhafi. Avec Hollande, il y a un petit coin qui est enfoncé puisqu'il s'est engagé à arrêter Fessenheim et à développer les alternatives pour qu'on n'ait plus à l'échelle d'une quinzaine d'années que 50% de nucléaire. Oui, tu connais ma position là-dessus, c'est très très loin d'être satisfaisant. Et alors que nous qui militons pour l'arrêt immédiat, parce que le danger est tel et on a bien vu là aujourd'hui entre les déchets dont on ne sait que faire, les démantèlements qui n'est pas faisable, des matières avec lesquelles on joue, on risque la catastrophe en permanence. Donc on risque la catastrophe en permanence et du jour au lendemain, une partie de la France peut être contaminée, certifié. Fukushima est possible chez nous. On n'a pas besoin d'un tsunami pour ça, puisque il est arrivé qu'on soit déjà passé près de la catastrophe et on est toujours sur le fil du rasoir. Alors que c'est important de rappeler que le nucléaire, en fait, ne couvre que une faible partie de l'énergie dont on a besoin. À l'échelle mondiale, le nucléaire ne couvre que 2 à 2,5% de l'énergie totale utilisée. C'est dérisoire. Et en France, le nucléaire fournit 75 à 80% d'électricité, mais ramené à toute l'énergie qu'on utilise, ça ne fait que 15%. 15%, oui. Alors à qui on ferait-on croire qu'on ne peut pas économiser 15% d'énergie? Il suffit de réduire la vitesse sur les autoroutes, d'empêcher les éclairages démentiels des grands immeubles d'assurance et des villes. Ce que le Japon contraint et forcé à réaliser. Voilà, le Japon l'a réalisé. Même s'il y a des pressions pour redémarrer des réacteurs, une bonne partie de la population maintenant a compris qu'il vaut mieux s'en passer. Mais ça arrive, il faut bien voir que ça risque d'arriver en France du jour au lendemain, et c'est pour ça que nous sommes un certain nombre à militer pour l'arrêt immédiat. Même si après, on va se battre sur des choses plus ponctuelles pour essayer d'enfoncer des coins dans cette technologie dominée par le corps des mines et par tous les partis de gouvernement sont convaincus de l'intérêt du nucléaire et on se demande s'il faut attendre une catastrophe pour arriver à les convaincre. Juste un petit pour terminer, le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône avait déposé un recours au Conseil d'État pour demander l'annulation
du décret qui autorisait le démantèlement de l'installation à Cadarache qui s'appelle l'atelier technologique de plutonium. C'est là, on s'en souvient, qu'ils avaient retrouvé 39 kilos de plutonium qu'ils avaient perdu, qu'ils avaient garé, enfin voilà. Sachant qu'avec 5 ou 6 kilos, on fait une bombe. Voilà, et donc on avait été débouté en référé parce qu'on voulait suspendre les opérations. Et là, on est allé au Conseil d'État la semaine dernière et le rapporteur de la République a recommandé au juge du Conseil d'État de ne pas annuler le démantèlement et tout continue sous prétexte que l'autorité de sûreté nucléaire maintenant s'en occupe bien et que tout va bien se passer, alors que c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui avait donné son accord à la méthode de démantèlement. Donc, comment... Oui, de même qu'elle annonce le prolongement des réacteurs sans vraiment les avoir visités. Comment ? De même que l'autorité de sûreté nucléaire annonce l'allongement des durées de vie de réacteurs avant même de les avoir visités. Oui. Je veux dire, c'est une autorité sur laquelle on peut compter, vraiment. Oui, voilà. Donc, voilà comment se règle en une phrase, comment est balayé des actions qu'on a menées depuis 2 ans pour éviter aux travailleurs d'être contaminés par le plutonium. Et enfin... Bon, écoute Pierre, voilà, on a passé, on est arrivé à la fin. D'accord. Donc je te remercie beaucoup de tous ces éclairages. Bonne action à vous jeudi matin à 9h. Et au Conseil du Cœur. Voilà. Et donc, on peut joindre, vous pouvez, les auditeurs, tout le monde peut nous joindre, collectif antinucléaire 13, collectif-antinucléaire13@orange.fr, à dans 15 jours, le 26 juin, si Radio Galère n'est pas en déménagement. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir Pierre.